Le fil de l'info. Voici Félix Laroche. Sur les ondes de Signe FM 96.7, c'est l'heure de la chronique sportive avec Jérémy Camira. Va s'avancer la passe pour Petit. Toffoli propulse les Canadiens en demi-finale. Lundi 29 novembre et c'est le moment encore une fois de faire la chronique. C'est le début de semaine, c'est lundi. J'ai Jérémy Camira au bout du fil. Salut Jérémy, comment ça va? Grosse fin de semaine, hein? Très grosse fin de semaine, ça va bien Félix et toi? Ah, ça va très bien. Écoute, on le sentait venir quand Scott Millenby est parti. Je pense que la sphère Twitter, mais un peu tout le monde dans l'entourage du Canadien savait que ça s'en venait. On ne savait juste pas quand ça s'en venait. Et le dimanche, ça a tombé. Marc Bergevin dehors, Trevor Timmins dehors, Paul Wilson qui écope lui aussi dehors. Est-ce que pour toi, c'était pas surprenant, là, mais qu'est-ce qui peut expliquer justement ce départ-là? Évidemment, la fin de son contrat, mais qu'est-ce qui peut expliquer que Trevor Timmins aussi, selon toi, a suivi le bateau? Ben écoute, ça fait à peu près 10 ans que Marc Bergevin est en poste, 9 ans et des poussières. Là, en 2022, ça va être la 10e année de son règne à Montréal. Puis, depuis que Marc Bergevin est en poste, bon, il y a eu des bonnes choses qui se sont faites, mais on commençait à tourner en rond, et ça depuis plusieurs années. Depuis le début de la saison, Félix, on parle de gros problèmes profonds chez le Canadien. Puis quand tu es directeur général, tu es un peu à la source de ces problèmes-là. Ouais. On avait besoin d'une nouvelle vision, mais comme je l'ai dit, quand même, faut pas tout enlever à Marc Bergevin. Il a fait des bons coups. On parle de signature de joueurs, Ben Chirot, Tyler Toffoli, transactions comme celle de Jeff Petrie ou même de Philippe Danault. Mais ces mauvais coups, notamment en termes de recrutement, de développement des joueurs, ont été fatals pour l'équipe. Puis tu me demandais pourquoi Trevor Timmins a suivi Marc Bergevin. C'est parce que leurs sorts sont un peu liés, parce que les débats du Canadien en recrutement notamment, ben c'est Trevor Timmins qui dirigeait la barque dans cette matière-là. Donc, d'avoir continué à faire confiance à son staff de recrutement, notamment à Timmins, ben ça va avoir fait mal à Marc Bergevin en fin de compte, finalement. Puis, on n'a jamais pu passer, en raison de tous ces éléments-là, on n'a jamais pu passer un cap pour devenir une organisation compétitive de façon régulière, donc année après année. Puis, malheureusement, pour se la mettre, la finale de la Coupe Stanley de l'été dernier n'aura été qu'un mirage, finalement, des insuccès du Canadien depuis beaucoup trop de temps. Et selon moi, Félix, la plus grande erreur là, du règne de Marc Bergevin, quand on prend beaucoup de recul, pour moi, c'est de ne pas avoir fait confiance au noyau initial de l'équipe. Quand Marc Bergevin est arrivé en poste, on avait un Piquet Subban, un Carey Price, un Max Pacioretty dans leur jeunesse. On avait des gars comme Markov, comme Gallagher, comme Galchenyuk qui entouraient ce noyau-là. Donc, je pense qu'avec du recul, Marc Bergevin aurait clairement pu capitaliser sur le talent de ce jeune noyau-là. Il ne l'a pas fait. Donc, après ça, a décidé de faire un reset. On y était avec chez Weber. Ça n'a pas fonctionné, mais finalement, on a tourné en rond, puis ça donne la décision qu'on a vue en fin de semaine. Pour ce qui est de Trevor Timmins, beaucoup de personnes attendaient le congédiement du directeur du recrutement du Canadien. Mis à part les repêchages de 2005-2007, là, je te dirais que le règne de Trevor Timmins à la tête du département de recrutement du CH, ça a été désastreux, là. Trevor Timmins a été bon pour trouver de bons talents de profondeur dans les rondes un peu lointaines, mais a été incapable de miser sur les bons talents en première ronde ou n'a pas été en mesure de dénicher des espoirs de talents élites. On le voit avec Jesperi Kotkaniemi au 3e rang. Ça n'a pas été le meilleur choix possible. Puis quand tu repêches aussi haut, Jeff Molson le disait dans sa conférence de presse un peu plus tôt, quand tu dois des choix aussi hauts, il faut que tu frappes des coups de circuit. Trevor Timmins n'a pas été capable de le faire. Donc vraiment, Timmins et Bergevin étaient au cœur des succès et des insuccès de l'équipe. On avait besoin d'une nouvelle vision. On tourne une nouvelle page. C'était donc évident que ces deux gars-là allaient devoir partir et qu'on allait devoir les remplacer par de nouvelles personnes. Exact. Et on va en parler de ces futurs potentiels candidats et la liste est quand même assez longue. Tu as glissé un mot sur Jeff Molson qui a parlé d'une nouvelle ère, mais qui a comme laissé sous-entendre que, bon, le mot reconstruction, ça le fait pas peur et il pense pas que ça fait peur aux partisans, sans jamais, comme l'avaient fait, par exemple, les Rangers, où on avait vraiment établi que c'était une reconstruction. Jeff Molson l'a comme laissé dans l'air. Est-ce que pour toi, à la lueur de ce que tu as vu, on s'en va en reconstruction du côté du Canadien?
Mais comme tu l'as dit, Jeff Molson a très bien joué ses cartes. Là. Il a vraiment dit que bon, une reconstruction, c'est possible, mais est-ce que c'est vers ça qu'on s'en va? Moi, je le souhaite. Je pense que c'est la chose à faire. On a un noyau vieillissant, on a des vétérans avec une bonne valeur, avec de lourds contrats notamment. Donc, je pense qu'on doit vraiment dire adieu à la génération des Price. On le fait avec Weber, on doit le faire avec des gars comme Toffoli, Gallagher et compagnie. Mais vraiment, je souhaite qu'on s'en aille dans cette direction-là parce que les prochains repêchages vont être assez bons, merci. Cette année, on dirige pour avoir un haut choix au repêchage. Ouais. Je pense que toutes les équipes, pour gagner de manière régulière dans la Ligue nationale aujourd'hui, tu dois accepter de souffrir quelques années. Tu dois accepter d'être mauvais, littéralement, pendant 2-3 saisons pour aller chercher des hauts choix au repêchage. Est-ce que c'est ce qui va arriver? Molson l'a dit dans sa conférence de presse, l'équipe qui est sur la patinoire, qui offre de mauvais résultats présentement, est meilleure que les résultats, justement, laissent paraître. Donc, est-ce que le nouveau directeur général va décider d'aller dans une autre direction? C'est possible. Mais je pense que si on décide de faire tout ce ménage-là pour finalement continuer dans la même veine, je me demande à quel point c'est sur place. pertinent de faire ces changements-là. Ben oui, exactement. Bergevin était l'homme de la situation pour justement cette situation-là. Si on se tourne vers une autre avenue, ben il va falloir amener quelqu'un qui veut y aller dans ce sens-là. Et tu as parlé de repêchage, c'est très important. Et tu l'as dit, cette année, le repêchage est très bon dans les prochaines années aussi. Et on connaît la difficulté du Canadien à amener des agents libres. Le Canadien ne peut pas nécessairement passer par les agents libres pour se bâtir une équipe compétitive pour pas juste une année, pour plusieurs années. Donc, tu fais bien de le mentionner, ça va passer par le repêchage. Trevor Timmins a eu largement sa chance. On verra qui aura la prochaine chance pour le Canadien. Et parlant de prochaine chance, pour le poste de DG, parce que là, on sait que Jeff Gorton est le VP, là, donc aux opérations hockey. Est-ce que, avant d'entrer dans les candidats, est-ce que tu penses que le prochain candidat, Jérémy, sera une marionnette? J'ai vu ça beaucoup sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu penses que le prochain candidat aura quand même son mot à dire ou c'est Jeff Gorton qui va mener tout ça et juste parce qu'il ne parle pas français, n'a pas eu sa place de DG? Ben, écoute, d'abord, je pense que ce qui était très intéressant, c'est ce que tu viens tout juste de mentionner. Je pense que dans un autre marché, Jeff Gorton aurait été nommé directeur général et on lui aurait peut-être trouvé un acolyte. Mais il parle pas français. Je trouve que la langue, ça reste un critère tout à fait légitime. Le gars le plus redevable, le plus responsable dans l'organisation se doit de pouvoir communiquer sur une base régulière avec tous les partisans. Ouais. Maintenant, est-ce que le DG sera une marionnette? Je ne pense pas et je ne le souhaite pas. Pourquoi? Parce que j'aime l'idée, j'aime la philosophie derrière ce binôme-là, d'avoir, comme à LA, comme il y a quelques années à Toronto, des équipes qui travaillent en binôme. Deux gars qui assurent les rênes de l'équipe. Pour moi, évidemment, Gorton va avoir beaucoup de responsabilités. Il a une expérience formidable. C'est un ancien directeur général. Longtemps, il a été recruteur pour les Bruins puis les Rangers. Donc, le DG qui va être avec lui, s'il est moins expérimenté, ben probablement qu'au début, Gorton va emmener un peu plus large. Mais j'espère que les deux gars vont pouvoir se compléter, que Gorton va emmener large dans certains domaines, peut-être les transactions de recrutement, et peut-être qu'un autre va pouvoir emmener large dans d'autres domaines, comme dans la gestion financière, dans la gestion des négociations pour les contrats, etc., le quotidien de l'équipe. Donc, évidemment, Gorton, avec son expérience, va avoir beaucoup de responsabilités, mais je pense quand même qu'on n'amène pas un DG juste pour lui dire, bon, tu vas faire 2-3 conférences de presse dans l'année, puis d'assister, c'est ça ton emploi. Je pense que quand même, il va avoir des responsabilités. C'est vraiment, pour l'instant, c'est difficile de dire. Dans quelques années, on va pouvoir vraiment voir la dynamique qui va s'opérer. Mais j'espère, puis à entendre Jeff Molson dans sa conférence de presse, je pense que lui aussi croit beaucoup à cette philosophie-là de binôme, de deux personnes qui travaillent ensemble, de collaboration. Donc, j'ai hâte de voir ça. Pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que le marché de Montréal est très difficile et très demandant. Oui, vraiment. Je pense qu'une seule personne, ça peut être éreintant. On l'a vu avec Marc Bergevin. Donc, deux personnes pour dealer avec la situation, je pense que c'est une bonne chose. Et là, Jérémy, on en a parlé tantôt des candidats possibles. Et c'est des candidats qui, on vient de le dire, là, doivent parler français. C'est important pour le rôle de directeur général. Je vais t'en nommer quelques-uns et tu pourras ensuite de ça m'en parler
plus en détail. Bon, un nom qui est revenu beaucoup, là, Martin Madden, le fils, c'est revenu beaucoup avec les Ducks d'Anaheim, lui. On a Mathieu Darche, assistant avec le Lightning de Tampa Bay, 2 victoires de la Coupe Stanley de ce côté-là. Daniel Brière, on le connaît bien, il est dans le monde du hockey maintenant après avoir pris sa retraite là, à des titres assez intéressants pour le Canadien. Patrick Roy, évidemment, revient à chaque fois que ce soit le coach ou le DG qui part. Et Roberto Luongo, qui lui aussi dans le monde du hockey est très, très, très connu. Je te laisse partir avec ça. Ben, écoute, tous les noms que tu as mentionnés, c'est des noms très intéressants. On commence par Martin Madden Jr., assistant directeur général avec les Ducks d'Anaheim, l'as du recrutement pour les Ducks, a beaucoup d'expérience. Ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'il travaille à Anaheim. C'est un gars qui a un très bon bilan, notamment au niveau du repêchage. Les John Gibson, les Ricker Rackle, les Maxime Comtois, les Trevor Zegras, les Jamie Drysdale, c'est lui qui est derrière ça. Donc, si on va chercher un gars comme Martin Madden, c'est un gars qui a de l'expérience, mais beaucoup, beaucoup d'expérience dans le recrutement. Ensuite de ça, on a Mathieu Darche, qui, lui, est directeur des opérations hockey à Tampa Bay depuis 3 ans. Bref, il entame sa 3e année à Tampa Bay. Au contraire de Madden fils, pas beaucoup d'expérience, juste 3 ans, mais il a quand même de belles qualités de gestion. Il a étudié à McGill, il s'est impliqué lors du dernier lockout. C'est un gars qui a de belles habiletés de gestion, de management. Puis, faut quand même se le dire, là, Mathieu Darche apprend en ce moment de la meilleure école possible dans le hockey professionnel. Il apprend avec Julien Brisebois, qui lui a appris Steve Yzerman. Donc, vraiment, il est dans une bonne école, dans un bon environnement pour s'épanouir. Puis lui, il s'occupe des négociations, de la masse salariale, du day-to-day à Tampa Bay, tandis que Brisebois, lui, s'occupe plus des transactions. Ensuite de ça, Daniel Brière, tu l'as mentionné, depuis la fin de sa carrière, s'implique dans le hockey. À un niveau inférieur, cependant, avec les Mariners du Maine dans la ECHL, il a été DG, VP hockey avec les Mariners du Maine. Et peut-être l'avantage à souligner, c'est que son équipe, justement, dans les dernières années, a beaucoup collaboré avec les Rangers, donc connaît fort possiblement Jeff Gorton. Donc, ça va être à voir si peut-être ce lien-là qu'ils auront créé dans les dernières années va peut-être le servir dans son interview avec l'équipe, s'il y en a une. Enfin, on termine avec Roberto Luongo, qui est assistant spécial au directeur général avec les Panthers de la Floride depuis 3 ans, a été directeur général de l'équipe canadienne au dernier championnat mondial l'an dernier. Oui. Donc, lui, un peu moins d'expérience, mais commence tranquillement à apprivoiser le hockey professionnel au niveau de la gestion. Mais évidemment, sa carrière de gardien de but n'est plus à refaire, tout comme celle de Patrick Roy, qui, lui, évidemment, à chaque fois qu'on parle de directeur général à Montréal, on parle de Patrick Roy. Ben oui. Pas le choix parce que c'est une légende du club, a de l'expérience à titre de coach dans la Ligue nationale avec l'Avalanche du Colorado, a gagné quand même le trophée du meilleur entraîneur lorsqu'il était là-bas. C'est le DG et le coach des Remparts de Québec dans la GMQ. C'est un gars de chez nous, donc évidemment, il revient tout le temps dans les discussions, mais peut-être bémol à apporter. Est-ce que sa personnalité va être compatible avec la philosophie de Guidon contente d'installer à Montréal? Donc, ça va être à voir. Exactement. Et là, Jérémy, tu viens de me faire une belle petite liste, mais selon toi, selon ce que tu vois, selon ce que tu as lu, quel est le candidat qui sera pris et qui sera dans la meilleure chaise possible pour être le prochain DG du Canadien de Montréal? Ben, écoute, c'est difficile d'en nommer qu'un. J'en nommerais 3. Okay. Je te dirais à la fin pourquoi il y en a un pour moi qui fitterait plus avec ce qu'on tente d'amener à Montréal. Bon, d'abord, Martin Madden fils, c'est un as du recrutement. On a besoin d'un meilleur recrutement, d'un meilleur développement des jeunes joueurs à Montréal. Puis, Martin Madden l'a prouvé. C'est un gars qui a le flair pour repêcher des gars tard au repêchage, mais il est aussi très bon pour frapper des coups de circuit lorsqu'il a l'occasion de le faire avec des hauts choix. Donc, pour moi, si ton but là avec ton DG, c'est d'amener un gars qui sait recruter, il n'y a pas beaucoup de gars qui sont meilleurs que Martin Madden fils dans la Ligue nationale en ce moment. Ensuite de ça, si tu veux quelque chose de plus complémentaire, qui va venir compléter plus Jeff Gorton, je pense que Mathieu Darche est probablement un très bon candidat parce que c'est un gars qui a un bon potentiel, qui est très jeune, mais justement a des études, a des qualifications qui sont assez rares dans le domaine, un peu à l'image de Julien Brisebois. C'est un gars qui a un parcours un peu différent après sa carrière de joueur de hockey. Là, il est allé travailler 6 ans dans une compagnie qui s'appelle Delmar, a travaillé dans l'équipe de vente notamment. Donc, il a une expérience assez spéciale puis il connaît très bien les dossiers. Tout ce qui est détail, Mathieu Darche les maîtrise. Enfin, Daniel Brière, ancienne gloire des Flyers de Philadelphie,
connaît bien le hockey professionnel. Ça fait 5 ans qu'il travaille avec une équipe de l'ECHL, mais je dirais que est-ce que la marche entre l'ECHL et la Ligue nationale, est-ce qu'elle est trop grande? C'est la question que je me pose présentement. Mais ça reste 3 très, très bons candidats, un très expérimenté en Madden Fils et 2 gars plus jeunes avec beaucoup de potentiel en Mathieu Darche et Daniel Brière. Pour moi, si tu veux un gars qui complémente, qui complète à merveille Jeff Gorton, je pense que tu dois y aller avec Mathieu Darche. Parce que Gorton peut s'occuper des transactions, de la big picture, si je me passe l'expression en anglais, du plan global de l'équipe. Mathieu Darche, lui, peut s'occuper au jour le jour, de gérer la masse salariale. Tu le vois à quel point Tampa Bay a été excellent l'an dernier pour gérer vraiment leur cap salarial. Mathieu Darche fait partie de ces succès-là. Donc, pour moi, il ne faudrait pas rater la chance, comme on l'a fait avec Julien Brisebois il y a quelques années, quand il est parti de Montréal pour s'en aller à Tampa. Je pense qu'il faut mettre la main sur Mathieu Darche. Et c'est un gars qui va pouvoir apprendre tranquillement, pas vite. Et lorsque le contrat de Jeff Gorton va arriver à échéance, peut-être que Darche, lui, va être en mesure d'occuper tous les postes. Donc, pour moi, je pense qu'il y a un beau potentiel. C'est un bon communicateur, c'est un bon leader. C'est le candidat, pour moi, qui ressort présentement, même si, comme je te dis, c'est pas la qualité des candidats qui manque en ce moment. Non. Brière, Madden, très bon candidat, mais pour moi, si on veut aller dans la complémentarité, Dash, c'est probablement le meilleur gars disponible. Mais là, Jérémy, on sait que Timmins est parti. Donc, ça va prendre quelqu'un qui va remplir ce rôle-là. Et tu me parles depuis tantôt de Martin Madden Jr., qui est un as du recrutement. Est-ce que puis là, c'est peut-être une question que la réponse est super facile, mais est-ce qu'il pourrait passer d'adjoint du directeur général avec les Ducks d'Anaheim à, justement, celui qui va remplacer Trevor Timmins pour le Canadien, dû à ses talents de recrutement? Écoute, si Martin Madden fils est intéressé à le faire, je pense qu'il faut lui donner un contrat très, très rapidement. Mais c'est vraiment dans l'intérêt, parce que si Martin Madden accepte de voir son poste être rétrogradé pour occuper celui du directeur du recrutement à Montréal, c'est tout à son honneur, puis le Canadien va en sortir gagnant. Mais je pense pas qu'il va accepter une baisse de responsabilité pour changer d'organisation. Mais à ce point-là, la question est quand même bonne, elle mérite d'être posée. Est-ce que le gars va être tenté de revenir à Montréal, là où il a grandi, pour aider son club? Ou il va se dire, je vais attendre qu'on me donne une vraie opportunité, une vraie amélioration sur ce que j'ai présentement pour changer d'organisation. Excellent. Hey, Jérémy, je pense qu'on a fait le tour pour ça. On a un peu de temps et j'aimerais glisser un mot parce que, veut pas, il s'abrassait en fin de semaine, mais la saison continue. Le Canadien qui joue ce soir contre les Canucks de Vancouver. Bon, si on regarde la fiche des deux équipes, on se dit, je vais écouter d'autres choses ce soir à la télé parce que les Canucks, 6 victoires, 14 défaites. 2 défaites en temps supplémentaire. C'est à peu près la même fiche du Canadien, mais on a une défaite de plus. C'est pas un gros duel. C'est 2 équipes qui avaient bien fait l'an passé quand même. Et là, on se disait, c'est des jeunes qui montent. Les 2 équipes aspirent à beaucoup mieux que ça. Qu'est-ce que tu t'attends du match de ce soir alors que là, le Canadien, les joueurs le savent, ça brasse pas mal. Est-ce qu'on va voir de l'énergie soudaine sur la glace pour les joueurs du Canadien? Je pense que du côté du Canadien, oui, on pourrait avoir une énergie supplémentaire parce qu'on sait quand il y a des gros changements qui surviennent, des fois, ça peut agir comme un électrochoc. Oui. Je pense que peut-être que les gars aussi vont peut-être être un peu, avoir les épaules un peu plus légères. Là. On va se dire, c'est arrivé, c'est finalement arrivé, Marc Bergevin est parti, donc il y a un peu moins de pression sur nos épaules. De l'autre côté, les Canucks de Vancouver, eux, sont en ce moment où le Canadien était il y a à peu près quelques semaines. Sont sur le point d'imploser. Oui, ça va pas bien là-bas. Là. Vraiment. Là, quand on dit que ça va pas bien à Montréal, c'est peut-être même pire du côté de Vancouver. Donc, si les Canucks, s'ils perdent ce soir, c'est peut-être la fin de l'ère Benning et de Travis Green à Vancouver. Donc, ils sont peut-être à quelques défaites de vraiment exploser littéralement. Donc, à voir si les gars du côté de Vancouver vont être motivés par ça parce qu'ils vont se dire on veut pas laisser tomber nos dirigeants ou vont plutôt s'écraser et se dire on veut nous aussi du changement puis on veut passer à autre chose. En tout cas, je pense que ce match, ce soir, du côté de Montréal, c'est le premier chapitre d'un nouveau livre qu'on est en train d'écrire, tandis que les Canucks, c'est peut-être le dernier chapitre d'un livre qu'on a commencé à écrire il y a déjà quelques années. Donc, on est à 2 points complètement différents, mais les impacts d'un match comme ça peuvent être assez
énorme pour les deux équipes. Exact. Et donc, si on se fie à l'affiche, ça dit rien, mais le match a un enjeu important, que ce soit du côté du Canadien ou du côté des Canucks de Vancouver. C'est à 19h30 ce soir et ça se passe à Montréal. Donc, c'est un match qui va être assez intéressant quand même. Hâte de voir comment les joueurs vont réagir sur la glace. Jérémy, encore une fois, c'est un plaisir de te recevoir. Puis je te souhaite un bon match pour ce soir. Salut, bye-bye. Yes, bye-bye.